l'image que tu te faisais du développeur à l'époque, c'était le gros barbu, un peu transpirant, qui sentait mauvais, quoi. T'as besoin de prouver du concret aujourd'hui. Sauf si tu fais de l'AI. Si tu fais de l'AI, là, t'as juste besoin de dire AI, ils te font le chèque. Aujourd'hui, c'est la moyenne chez Riot. Donc quand on lance une attaque pour la première fois sur une boîte, en moyenne, 20% des employés se font avoir. Moi, j'ai fait YC en 2016. Alors nous, à l'époque, c'était 2016, donc c'est How to Make a Billion Dollar Company. C'était pas 10 billion, mais les Alors valos. maintenant, il y a des seeds à 1 billion. Donc, Il y a quand même ça chez les devs, non? Il y a quand même genre, lui, c'est la Rolls-Royce du dev, il finit à 17h, mais en fait, le code qu'il a shippé, il est incroyable. Ah ouais, moi, j'en ai jamais croisé. Ça n'existe pas, ça. Je préfère avoir 10 personnes excellentes, genre exceptionnelles dans leur métier, que d'avoir 20 personnes bonnes dans leur métier et qui bossent à 80%. Je préfère que les gens soient à 120%. Plutôt que les gens soient à 80%, et je pense que ça crée une émulsion générale qui est plutôt saine. J'avais recruté un développeur back-end, on était d'accord sur tout, tu vois. Sur la façon dont j'architecturais les choses, lui il prenait exactement les mêmes décisions, et donc je regardais son code et je voyais que c'était exactement ce que j'aurais fait, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah vas-y, en fait, il fait pareil que moi. Pourquoi il est pas CTO, tu vois? Et donc je lui ai donné mon rôle de CTO. Il est devenu CTO à ma place. Je me suis rendu compte qu'effectivement la plupart des entrepreneurs autour de moi, ils étaient comme moi, quoi. C'est-à-dire, c'était pas les business guys, tu vois, qu'on imagine dans les films. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Big Deal. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Netter, un entrepreneur. Et sur le Big Deal, on reçoit tous les acteurs des métiers de la transaction. Les entrepreneurs, les investisseurs, les conseils, que ce soit les auditeurs ou les avocats. Salut Ben. Salut. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Ouais. Je suis Benjamin Netter, je suis le fondateur de Riot, que j'ai commencé il y a maintenant 5 ans. Riot, c'est ma deuxième boîte. Avant ça, j'ai créé une société de prêt en ligne qui s'appelle October en 2014 avec Olivier Goua et Patrick Denonville. Voilà. Top. Merci beaucoup. Benjamin, moi, je te connais depuis très longtemps et j'aimerais qu'on démarre cette conversation par tes débuts. Avant de devenir vraiment entrepreneur, tu étais un bidouilleur, tu étais quelqu'un qui codait, tu étais une sorte de... avant l'heure de petit génie du code. En 2011, tu as gagné un hackathon Foursquare, qui était une boîte américaine un peu cool, qui était un projet qui s'appelait My Next Trip. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors on revient très longtemps en arrière. My Next Trip, en gros, Foursquare avait organisé, à l'époque c'était un peu la startup la plus trendy du moment. Ils avaient organisé un hackathon mondial dans, je crois, 15 villes ou un truc comme ça. Donc moi j'étais allé au hackathon de Paris, c'est un produit que j'aimais beaucoup. Et j'avais créé j'essayais de réinventer le guide de voyage, donc en utilisant les données de Foursquare, j'arrivais à générer un itinéraire dans une ville du genre si tu as envie de passer un week-end à Barcelone, ça générait automatiquement tu dois aller petit déjeuner là, tu dois aller au musée là, tu dois aller déjeuner là. Ce que fait un peu aujourd'hui un Google Trips ou... Mais c'est marrant parce que c'est revenu à la mode depuis OpenAI, ChatGPT, il y a pas mal de gens qui retravaillent sur ça, sur le guide de voyage. 15 ans après, quoi. Ouais. 15 ans après, et moi je continue à trouver le sujet hyper intéressant, parce que les guides de voyage, plus personne n'utilise ça. Je crois que j'ai regardé Petit Futé, c'est un drame, ça s'écrase depuis 10 ans. Et je pense qu'il y a vraiment une innovation qui va arriver et qui va être intéressante pour vraiment arriver à créer un guide de voyage personnalisé. Le problème, c'est qu'à mon avis, il n'y a aucun argent. Okay. Mais, donc c'est... Je pense qu'il n'y a pas de business model associé. Non, très compliqué à mon avis. En gros, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre comment, en fait, ta passion pour le produit, elle a démarré très tôt. Et d'essayer de comprendre si tu es plus un gars produit ou un codeur. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. Je crois pas que je sois... En fait, pendant longtemps, je pensais que j'étais très produit. Et le problème, c'est que parfois, ça me manque de coder. Donc, je sais pas, je suis absolument incapable de décider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois les développeurs autour de moi qui sont vraiment passionnés par la technique. Moi, je suis passionné par créer des trucs plutôt que passionné par... l'architecture et comment est-ce que tu utilises les derniers langages à la mode et les dernières bases de données à la mode, les derniers packages open source. Moi, c'est plus la finalité qui m'intéresse. Donc, je pense que je suis plus produit que code. Et tu codais déjà, je sais pas, à l'âge de 12 ans? Ouais. Est-ce que tu étais un nerd? Je pense que j'étais un nerd. Ensuite, j'ai fait l'épithèque. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins un nerd que les nerds. Donc, je pense pas que je le sois encore. Ok. Après, si on peut faire un peu de délit de faciès, t'as quand même pas la tête du job.
Ouais, j'ai jamais compris ça parce que en fait, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que quand je venais de passer le bac, c'était pas cool du tout d'être développeur. Et moi, j'avais envie d'être cool. Donc, bien que je passais la moitié de mes journées à coder, je voulais pas faire cette carrière. Je me voyais pas à l'époque. On imaginait, tu vois, c'était pré-Facebook. Enfin, c'était pas pré-Facebook, mais Facebook était pas encore en Europe à l'époque. C'était 2007. Donc, t'avais pas encore cette vague de les développeurs. En fait, c'est des gens cool et puis en plus, ils font de l'argent. C'était beaucoup des gens déscolarisés à Epitech. Hein. C'était, mais surtout l'image que tu te faisais du développeur à l'époque, c'était le gros barbu, un peu transpirant, qui sentait mauvais, quoi. Ça a vachement changé depuis, mais pour moi, c'était complètement irrationnel de faire une école de dev. Je me représentais pas comme ça, comme le gros barbu qui pue. Et du coup, je m'étais inscrit à la Sorbonne, quoi. Je voulais faire, tu vois, une école de commerce plutôt, quoi. Et mon père m'a embrouillé et il m'a dit mais t'es complètement teubé en fait, tu passes la moitié de tes journées à coder, tu vas clairement faire une école de code et au final bon c'était une bonne idée quoi, mais c'était une embrouille quand même. À la base je devais pas faire ça. Est-ce qu'il te poussait vers le code parce que c'est ce que t'aimais ou parce que lui, il vient de ça? Ah, mon père, c'est un gros nerd pour le coup, ouais, c'est sûr. Mon père, il a un doctorat en théorie des graphes. Donc, tu vois, c'est le codeur sur papier, tu vois. Ils ont connu mes deux parents, d'ailleurs. Ma mère, elle a un doctorat en intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il codait dans les années à 80, tu vois, quand c'était encore les cartes à puce, même avant que Apple existe. Ah, c'est ouf. Donc, en fait, il t'a dit suis ta passion, mais surtout parce que c'était la sienne, quoi. Sauf que lui, il a arrêté de coder. Enfin, c'est un ingénieur, quoi. Okay. Mais en tout cas, c'est sûr que c'était un choix cohérent, mais je pense pas qu'il y avait une vista particulière de ce métier va décoller, tu vois. C'était plus genre, c'est ce que tu as l'air d'aimer faire, tu vois, peut-être un choix rationnel de qu'est-ce que tu vas te faire chier, aller à la Sorbonne, alors que visiblement, tu as un truc qui t'intéresse et te fait kiffer au point de travailler 6 heures par jour dessus. Go for it, quoi. Tu as parlé d'Epitech, c'est devenu une école cool, comme tu disais. Ouais. 42 surtout, quoi, qui est un peu un dérivé de l'Epitech, une version gratuite de l'Epitech. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? La théorie de l'Epitech, c'est que tu apprends à apprendre. C'est une école qui est, je pense, complètement déconstruite. Si tu veux ne pas aller en cours du tout, tu peux ne pas aller en cours du tout. Ils te disent, il y a un projet à rendre dans 3 semaines. Tu dois faire ça. En général, l'énoncé du projet, c'est un paragraphe, quoi. Et ils te disent, tu peux googler ces termes, ça va t'aider. Et on se revoit dans 3 semaines, quoi. Ciao, bye. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres écoles qui ont essayé de répliquer ces modèles sur d'autres verticales. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que tu récupères l'énoncé, tu es là, genre, c'est n'importe quoi, j'arriverai jamais à faire ça. Et 3 semaines plus tard, tu as réussi à défoncer le projet et tu as appris énormément, tu vois. Donc c'est vraiment une école où tu apprends à apprendre. Et la grande théorie, c'est le dev, ça évolue tellement vite que 5 ans d'école, si on t'apprenait un truc en première année, il serait complètement obsolète en 5e année, quoi. Et donc ils sont vraiment dans cette... tout a été pensé pour être obsolète et pour que tu puisses plutôt apprendre. Donc ce que t'aimes, toi, c'est coder, c'est monter des projets. Qu'est-ce que t'aimes d'autre à part ça? Moi, ce qui me passionne dans le code... Si je peux juste approfondir là-dessus, mais ce qui me passionne, c'est que tu peux vraiment. Je pense que c'est complètement unique que tu puisses créer quelque chose sur un week-end et c'est ce que je faisais au hackathon de Foursquare. Au hackathon de Foursquare, je suis arrivé le samedi, j'ai commencé à coder à 10h. Le soir, le dimanche soir à 18h, j'avais fini de coder mon truc et je l'ai sorti le lundi et j'ai eu 500 000 utilisateurs dans la semaine d'après, tu vois. Et ça, c'est complètement unique. Tu peux pas faire ça. C'est le seul métier où tu peux faire ça, je pense. Donc, est-ce que tu arrives encore à conserver cette capacité à shipper de nouvelles choses dans une boîte qui fait la taille de Riot? Oui, je continue à avoir ça et d'ailleurs je le pousse en interne pour que les projets soient pas j'attends machin pour faire ça. Non, fais-le toi, tu vois, plutôt le côté hands-on, c'est un truc qu'on pousse beaucoup aux employés, quoi, qui est important chez nous, quoi. C'est quoi Là, c'est ta deuxième boîte, Riot. Ouais. C'est quoi ton driver? Pourquoi tu fais ça? Je saurais pas quoi faire d'autre, je pense. Mais Riot, c'est un peu arrivé par hasard, donc je dirais que c'est juste le prolongement d'October, d'une certaine façon. Ouais, je pense que mon driver à ce niveau-là, c'est... en fait, c'est intéressant le B2B SaaS, parce que Riot, c'est un B2B SaaS. Il y a un vrai playbook.
Et le playbook, tu vois, et c'est limite année 1, tu dois faire ça, année 2, tu dois faire ça. Et c'est intéressant parce que du coup, tu essaies de suivre le playbook jusqu'au bout et c'est vraiment, tu as des règles du jeu hyper complexes. Pour moi, c'est comme un grand jeu de société où tu essaies de voir si tu arrives à le finir, tu vois. Donc c'est intéressant ça. Donc, ce qui t'intéresse, c'est que c'est un peu scripté et que tu as envie de performer dans le script. Ouais. Et à chaque fois que tu rentres dans un nouveau truc, t'as 50 trucs à apprendre. Ça, c'est assez incroyable, je trouve. C'est vrai que chez October, j'avais l'impression que c'était très différent. On a créé une fintech, on faisait du prêt d'entreprise, on le faisait dans 5 pays. Tout était tellement compliqué dans la fintech, hyper réglementé. En plus, réglementation locale, donc tu es obligé d'avoir 5 réglementations différentes. Tout était compliqué. Franchement, October, t'avais aucun playbook, tu vois. Tu t'étais à l'aveugle et je pense qu'on a fait plutôt du bon boulot, mais dans un truc qui était beaucoup, beaucoup trop compliqué, quoi. Et là, le B2B, je dirais pas que c'est une promenade, mais c'est sûr que c'est plus rationnel, quoi. Et ça, c'est intéressant. Le code, ça a toujours été un peu le fil rouge de ton parcours. Aujourd'hui, tu codes moins. Je code beaucoup. Enfin, je n'ai pas codé depuis 4 ans. Je fais des scripts. Je pense pas que ce soit vraiment du code, tu vois. C'est des scripts de 50 lignes. C'est pas du code. Ça correspondrait plus au gros hacking que au code, quoi, je pense. Tu regrettes ça ou pas dans ton quotidien? Non, parce que je fais beaucoup de produits, donc c'est la partie la moins étouffante, quoi. Tu transpires moins quand tu fais du produit que quand tu fais du code, hein. Donc, je fais la partie la plus sympa. Tu peux nous parler un peu du début de Riot? Tu as dit que c'était un dérivé d'October. Pourquoi? Ouais, bah, chez October, on était 110 et on a créé, sur les 5 années que j'ai passé là-bas, on a créé une plateforme qui gérait des centaines de millions d'euros de flux financiers de zéro. C'était une époque où il n'y avait pas il y avait même pas Stripe à l'époque, tu vois. Donc c'était vraiment très très tôt dans l'univers des fintech où on a dû recoder pas mal de trucs qui aujourd'hui sont beaucoup plus simples. Et on a créé cette plateforme qui gère des flux financiers. Moi, j'étais persuadé qu'un hacker allait trouver une faille sophistiquée dans ce système et détourner de l'argent à ses fins. Donc, on investissait énormément sur comment protéger cette application. Et j'avais complètement omis qu'on avait 110 personnes dans 5 bureaux et qu'éventuellement, c'était eux qui allaient se faire attaquer. Donc, un jour, en 2019, il y a un employé qui reçoit un email qui ressemblait à Microsoft. Votre compte a été suspendu. Il clique sur l'email, il rentre son mot de passe. Et là, on se rend compte qu'il s'est fait pirater et que le hacker, il a récupéré tous ses mails, tous ses contacts, et que potentiellement, on va avoir un effet boule de neige qu'on a réussi heureusement à contenir assez rapidement. Mais j'ai réalisé en fait que c'est très logique. Les hackers, c'est des gens pragmatiques. Ils n'ont pas envie de se compliquer la vie et de trouver des failles compliquées dans une plateforme, alors qu'ils pourraient juste envoyer un mail à Marc et espérer que Marc rentre son mot de passe sur la page de connexion, quoi. Donc Riot est né comme ça. Je me suis dit, bah, si Marc clique, rentre son mot de passe, probablement dans les 110 personnes, il y en a d'autres. Je vais lancer la même attaque sur les 110 personnes. Donc je me mets dans la peau d'un hacker. Je crée une plateforme qui permet d'envoyer ces mails de phishing. Et je regarde comment les gens réagissent. Et la première personne qui a cliqué quand j'ai lancé mon attaque, c'était la CFO. Et à l'époque, on venait de lever notre 4e fonds, 280 millions d'euros. Et donc, elle avait les codes nucléaires pour ce fonds, quoi. Et ensuite, il y a 20% des employés qui ont fini par cliquer, rentrer leur mot de passe. Donc, je me suis dit, c'est intéressant parce que C'est beaucoup 20%. c'est beaucoup 20%. Mais aujourd'hui, c'est la moyenne chez Riot. Donc, quand on lance une attaque pour la première fois sur une boîte, en moyenne, 20% des employés se font avoir. Ok, c'est quoi Riot aujourd'hui? Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Au début, le Riot est né de ça. Et en fait, on commençait à lancer des attaques sur les entreprises. Donc, on amène les résultats. Tu vois, on lance une attaque. Le lendemain, on regarde les résultats ensemble avec l'entreprise. Tu vois, une entreprise de 300 personnes, s'il y a 20% des gens qui se font avoir, tu as 60 personnes qui, tu vois, ne sont pas prêtes, quoi, à faire face aux cyberattaques. Et du coup, on amenait une mauvaise nouvelle en même temps qu'on en amenait un résultat. Tu vois, la mauvaise nouvelle, c'est maintenant, tu as un autre truc à faire, c'est que tu vas devoir former tes employés. Et donc, on a dérivé vers comment est-ce qu'on forme le mieux possible les employés. Donc, on a créé une solution qui permet aujourd'hui de former les employés à faire face aux cyberattaques. Quand on est dev, produit, entrepreneur dans la tech, est-ce que quand on arrive à la solution au problème que j'ai identifié, c'est former les employés, on se dit pas la formation, c'est un peu un business moins sexy que ce que j'ai fait so far?
Moi, je pense que c'est une première étape. Moi, ce que j'essaie de faire avec Riot, c'est de créer l'Employee Security Company, c'est-à-dire la pierre centrale de Riot, c'est les employés et les vulnérabilités qui peuvent toucher les employés. Aujourd'hui, historiquement, on a commencé par le phishing. On fait de la sensibilisation et on rajoute des outils autour de ça et on crée en fait un écosystème d'applications autour de comment mieux protéger les employés. Et ça, c'est un problème qui est très très large. Donc, moi, je vois pas juste ça comme de la formation aujourd'hui. Je pense que c'est une étape intermédiaire à un peu une big picture qui est beaucoup plus grande, qui est comment est-ce qu'on va créer les outils de demain pour protéger les employés. Est-ce que ça, c'est une vision que tu avais de Day One? Parce que c'est souvent une question qu'on se pose en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je pars avec une grande vision ou est-ce que je ship un petit produit et puis j'élabore ma vision au fur et à mesure? Non, ma vision Day One était beaucoup plus réduite. Ensuite, c'est marrant parce que je me souviens qu'à Y Combinator, on n'en a pas encore parlé, mais à Y Combinator, il y a un exercice en groupe Office Hour où justement ils te disent vas-y, dessine-nous ta grande vision à 10 milliards. Quoi. Et donc ils te forcent à travailler là-dessus, à te dire comment est-ce que j'arriverai à 10 milliards. Quel est si avec cette boîte j'ai envie d'aller à 10 milliards, à quoi ça ressemble une boîte à 10 milliards? Et donc moi je pitchais un truc, je crois que j'avais dit je voudrais être le Slack de la cybersécurité des petites entreprises. Donc, ils déploient Riot hyper facilement et on les coach pour voilà les faiblesses de votre entreprise et voilà ce que vous pouvez mettre en place, etc. Et le partenaire, il m'a dit je t'arrête tout de suite. Hein. Toi, ta big vision, c'est l'assurance. Et j'étais là, genre, ah ouais, l'assurance, ok, intéressant. Et lui, il était persuadé que c'était ça, la vision à 10 milliards, c'est tu crées un produit d'assurance avec évidemment des outils pour... Parce que aussi, à l'époque, en fait, c'est aussi beaucoup des momentum investors YC. Il y avait des insurtech dans tous les sens et le risque cyber était méga à la mode. Ouais, et aujourd'hui, l'assurance cyber, c'est plus... je pense que c'est... plus peut-être c'est quand même assez risqué quoi. Enfin, je dirais que les marges sont pas très bonnes et c'est pas non plus un produit facile à vendre. C'est pas comme une assurance habitation où depuis 200 ans tu as à peu près les mêmes risques dans un appartement. Les risques dans la cyber changent tous les 6 mois donc Et ils deviennent probablement de plus en plus gros. Enfin, ouais. Les montants en jeu. Et tu peux avoir des attaques systémiques et du coup juste c'est un produit assurantiel qui est pas du tout facile à faire et globalement qui est pas du tout il y a pas mal de gens qui en sortent qui veulent plus le faire quoi. Si on reprend le sujet de la vision aujourd'hui, donc la vision et l'ambition pour Riot, c'est l'Employee Security Company. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une boîte qui est internationale? Est-ce que c'est une boîte qui a beaucoup d'employés? Qu'est-ce que tu vois, toi, pour Riot demain? Très clairement, moi, c'est là aujourd'hui, on fait très bien la France. On s'étend en Europe, on va aller aux États-Unis dans l'année. Et ensuite, s'étendre en dehors de ces pays-là. Non, je pense que c'est un problème qui est global et c'est ça ce que je trouve fascinant venant d'October où on était très local et très dépendant de la réglementation locale. Le problème de la cyber, il est global et il n'est pas très différent en fonction des pays. Et donc c'est une énorme opportunité marché. Je pense il pourrait y avoir 10 fois plus de startups qui se créent dans la cyber. Le problème, c'est un marché qui est colossal et qui est grandissant, qui augmente de 15% par an. Il y a peu de marchés aujourd'hui qui augmentent de 15% par an. Nous, on est là pour le capturer. Et notamment, historiquement, c'est un marché qui était très enterprise. Il y a peu d'outils qui ciblent le bas du marché, le mid-market, le small businesses. Pour moi, à chaque fois qu'on met le doigt dans un truc avec Riot, c'est une opportunité à 1 milliard de plus, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment fascinant, quoi. Pour exécuter sur cette vision, tu annonces une très grosse levée de fonds en ce début d'année. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, on a levé 30 millions avec un acteur américain qui s'appelle Laflane, qui est basé à New York. J'ai fait ça pendant l'été. On l'annonce cette semaine, mais c'était le bon timing pour faire ça. Et ça permet aussi de fuel nos ambitions, quoi. Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui, on est début 2025, pour lever 30 millions auprès d'un acteur américain? C'est quoi les ingrédients qu'il faut et les cases qu'il faut cocher? Je pense que nous, on a un peu un unfair advantage, c'est qu'on est profitable. Je pense que montrer qu'on a des strong unit economics, c'est important.
Montrer qu'il y a une croissance forte. Donc nous, on a fait 2,5x sur l'année 2024. Ça, c'est hyper important aussi pour arriver à ces niveaux de valorisation. Tu es bien obligé de prouver que tu vas grandir à 2,5x. Et aussi la taille du marché, quoi. Donc pour la cyber, c'est pas vraiment une question, je pense. Donc ouais, c'est principalement ces 3 facteurs-là, quoi. Donc si je récapitule, il y a peut-être des facteurs que toi, tu perçois moins comme fondamental, mais c'est ta deuxième grosse boîte. Ouais. Je pense que ça, pour eux, c'est très rassurant aussi. Ensuite, tu vois, on est série B, donc je pense que le fait que je sois repeat founder, c'était important en seed. D'ailleurs, j'ai levé mon seed en 36 heures, donc je pense que ça jouait énormément. Ensuite, si tu fais pas de revenus, le fait d'être repeat founder, ça a pas de sens, tu vois. Ça permet pas de sécuriser une série A ou une série B, quoi. Je pense que ça joue de moins en moins. Et je dirais que mon passé d'October, il est quasiment loin maintenant, puisque ça fait 5 ans que je travaille sur Riot, quoi. En série B, c'est les chiffres qui c'est les chiffres et je pense que encore plus qu'avant, c'est que les unit economics fassent sens. C'est-à-dire, tu vois, si ton sales cycle, c'est 6 mois et que ton contrat moyen, c'est 5000 balles, probablement, il y a un problème, quoi. Et ça, ils font de plus en plus attention à ça, que toutes les unit economics aient un sens. Ils ont de plus en plus de mal à croire aux grandes promesses, je pense. Tu as besoin de prouver du concret aujourd'hui. Sauf si tu fais de l'AI. Si tu fais de l'AI, là, tu as juste besoin de dire AI, ils te font le chèque. Mais bientôt d'ailleurs, pour la série C, ce sera des AI Employee Security Company. Moi, j'ai essayé d'éviter. Je pense qu'on était vachement early dans les AI et moi, je suis toujours un peu anti-trend. Les trends, elles durent un temps, hein. On était hyper early dans les AI. Moi, j'avais écrit à Sam Altman quand j'avais entendu parler de GPT-2. Aujourd'hui, on est quasiment à GPT-5. Je me souviens très bien, tu m'avais fait une démo avec GPT-3 sur une fraude au président. Exactement. Fais-toi passer pour un tel, contacte Martine de la compta, dis-lui que tu as une transaction effectuée. Et en fait, le GPT... il génère le mail, il génère l'attaque. Et ça, c'était incroyable, tu vois. Et donc, on était hyper early là-dessus. Et je pense que dans toutes les parties du produit, aujourd'hui, il y a de l'AI. Mais aujourd'hui, je pense que sur le site Riot, c'est pas le truc que je vais mettre en avant. Moi, je trouve ça limite un peu agaçant de voir que tous les sites maintenant ils mettent AI. Tu vois, limite, t'as un site pour booker une femme de ménage, il va mettre AI quelque part. C'est hyper énervant, je trouve. Et il y a aussi le fait qu'il y a des trucs où tu veux que ce soit pas de l'AI. Je veux dire, il y a des applications où tu dis s'il y a de l'AI, je veux pas utiliser le produit en fait. Moi, je suis un big believer de l'AI et globalement, mais je pense pas qu'il puisse être appliqué partout. Il y a des domaines qui vont être transformés en profondeur, il y en a d'autres qui vont pas être transformés, quoi. Le Big Deal, c'est un podcast sur les métiers de la transaction et donc j'aimerais parler de négo. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on lève concrètement 30 millions d'euros ? Ouais, je peux te dire, on peut même comparer à la série A que je pense que j'ai en partie foiré. Et pour le coup, la série B, je pense que j'ai fait ce qu'on appelle un tight process, tu vois. Je pense que j'ai bien fait les choses. Pour remettre dans le contexte, au mois de mai, on commençait à avoir des très bons chiffres. Les VC étaient de plus en plus pushy pour voir un deck et pour préempter. Et donc je me suis dit, il est temps, tu vois, de voir les options qu'on a et de se mettre dans la série B et dans le roadshow. Et donc je passais le mois de juin à bosser sur un deck. Évidemment, le deck, c'est expliquer comment est-ce que cette boîte qui aujourd'hui ressemble à ça, comment est-ce qu'elle vaudra 10 milliards un jour. En fait, je me souviens qu'à l'époque d'October, puisque chez October, on a levé Pré-Seed, Seed, Série A, Série B. Je me souviens qu'à chaque fois, c'était 6 mois de boulot et c'est un défocus complet pour la boîte. Tous les employés regardent côté roadshow et globalement c'est très time consuming et c'est aussi du temps que les employés passent pas à faire autre chose qui crée vraiment de la valeur. Et donc là, ça va pas plaire, mais j'ai fait le roadshow en cachette, donc les employés n'étaient pas au courant que j'étais en train de faire ça. J'ai préparé le deck. Le 1er juillet, j'avais une liste de 15 noms de VC que j'avais rencontrés, que j'appréciais. Donc, j'ai shooté un email au 15 en disant que je lançais le process, que j'étais prêt et que je voulais que ce soit terminé le 8 août.
parce que je partais en vacances. Je pense que le timing était trop bien parce que globalement, les VC, ils bossent au mois de juillet, c'est pas un problème. Pour la boîte, c'est une période qui est un peu plus calme globalement que tu vois, un mois de janvier, par exemple. Donc, c'était vraiment le bon timing pour que moi, je sois unfocus de l'opérationnel et du quotidien, sans que les employés soient, eux, unfocus du revenu et de la RR, quoi. Et donc, j'ai lancé le process. Et globalement, tu vois, tu prépares ta data room, les données sont là, sont prêtes, tout va très vite. Je pense que le mois de juillet, j'ai jamais autant bossé de ma vie. Ça a commencé à 8h du matin, ça finissait à 23h le soir, quasiment tous les jours, surtout que je voyais quasiment que des VC américains qui sont globalement sur un fuseau horaire différent. Donc ouais, je pense que ce qui est important quand on lève, c'est de bien synchroniser les choses, et c'est ce que j'avais mal fait dans la série A. Je voyais des VC, j'avais pas préparé un deck, j'avais pas de data room. Tu fais des discussions, tu sais pas vraiment si on t'es en train de lever, t'es pas vraiment dans ok, ça commence le 1er juillet, ça se termine le 1er août, and that's it. Et tu les laisses pas, tu vois, tu laisses pas le truc traîner. Ouais, bon, on verra, on se rappelle dans un mois, etc. Là, tu fais vraiment le tight process, quoi. C'est début, fin, vous êtes in, vous êtes out. Et je pense que le contexte est un peu différent, puisque comme nous, on est profitable, l'argent de la série A, on l'a quasiment pas touché. Du coup, j'avais pas non plus cette pression de on doit absolument enlever. Donc, arrivé à la fin du mois de juillet, en gros, sur les 15 personnes à qui j'ai pitché, j'avais 4 offres. C'est marrant, j'ai découvert que effectivement, c'est aussi dur de dire non à des offres. Et on avait des offres où on levait beaucoup plus d'argent, avec des très beaux noms américains que j'ai mis de côté. C'est quand même, t'es dans la série A, c'était plus simple. Il n'y avait pas 50 offres. Pourquoi tu vas écarter un acteur contre un autre? Là, en l'occurrence, moi, je trouvais ça important de pas lever trop, parce que on est profitable et on a quand même besoin de cet argent, mais on n'a pas besoin d'en avoir 40, quoi. J'aime bien l'analogie de la plante, hein, tu vois. C'est pas parce que tu arroses plus une plante qu'elle pousse plus vite. Je pense que les startups, c'est le cas aussi, et je pense que lever trop, ça peut être complètement contre-productif. Ça peut te mettre dans une situation où tu regardes plus combien tu dépenses dans les choses. Et tu te retrouves 3 ans plus tard avec une équipe qui a pris le confort, tu vois, qui dépense de façon complètement déraisonnable. Donc ça, c'est vrai que c'était important pour moi de ne pas lever trop. C'était important pour moi de lever avec une équipe qui est dynamique et qui est jeune. La Flane, ils ont 5 ans, ils viennent de lever un fonds d'1 milliard. J'ai l'impression qu'on avait un alignement d'intérêts que j'avais pas avec les 3 autres. Et c'est ça ce qui les a fait gagner ce deal-là, quoi. Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien de CEO d'avoir des fonds au capital? Là, en l'occurrence, pour le coup, les Flane, ils ont une operational team, tu vois, qui nous aide sur des parties importantes de la boîte, les sales, le marketing, le recrutement aussi. Je pense que ça fait partie de ces fonds très hands-on. Et du coup, quand tu es un founder, tu es là, tu as toujours ce choix de est-ce que tu préfères plutôt des fonds laid back. Et on avait cette option d'aller vers le fonds laid back qui existe depuis 30 ans, tu vois, on avait, je pense, on avait un fonds qui a fait le Amazon en 95, tu vois, qui voulait investir dans Riot. Je trouvais qu'ils étaient assez laid back, tu vois, en mode, bon, on a fait Amazon en 95, on a fait notre petite dizaine de milliards, maintenant c'est plus tranquille. Donc ouais, je pense que c'est ça ce qu'ils amènent aujourd'hui, les Flane. Ils ont justement cette operational team qui a un peu cette vue sur les boîtes du portefeuille, qui a vu d'autres choses et qui avant d'ailleurs été des C-level dans des boîtes importantes et qui aident beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on a parlé de levée de fonds, qu'on parle concrètement d'argent et ce que ça veut dire pour toi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu as gagné de l'argent sur October et maintenant sur Riot? Alors, October, j'ai pas gagné d'argent, bien qu'on ait levé quand même, de mon souvenir, plus de 50 millions d'euros. On n'a jamais fait de secondaire. Je pense que c'était moins courant que ça l'est maintenant, le secondaire. Donc, globalement, ouais, j'ai pas gagné d'argent. J'ai eu l'impression d'être riche plusieurs fois et au final, je l'étais pas. Et je pense que ça, je l'utilise aujourd'hui dans la façon dont je structure Riot. Par exemple, c'est important pour moi que les employés ils considèrent pas l'equity comme de l'argent acquis, et qu'ils soient heureux de leur quotidien
qui soient heureux de leur salaire actuel et qui voient plutôt l'equity comme un bonus. Ceci étant dit, donc dans la série B, on a fait du secondaire. Il y a 8 employés qui sont là depuis quasiment les débuts, qui ont fait du secondaire, en plus de moi. Et ça c'est un luxe, je dirais. Juste pour expliquer en 2 mots, le secondaire, c'est en fait quand le fonds il injecte de l'argent dans la boîte, il a également la possibilité de racheter directement des parts à des gens qui sont actionnaires de la boîte. Et donc, au lieu que l'argent arrive sur le compte de l'entreprise, il arrive sur le compte des gens qui étaient détenteurs des titres. C'est pour juste expliquer le mécanisme de secondaire. Et du coup, ça me permet de te demander, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que c'est que ton rapport à l'argent dans l'entrepreneuriat et dans la vie plus généralement, et est-ce que c'est ça qui explique la raison pour laquelle tu entreprends? Non, ça l'est pas. D'ailleurs, l'argent, moi je le gère même. Enfin, c'est mon banquier qui l'a récupéré, hein. Je le vois même pas, il est pas sur mon compte courant. Ça a absolument rien changé dans mon quotidien. J'ai l'impression que ça a eu un effet quand même, un effet secondaire, de faire de l'argent, c'est que d'une certaine façon, je me suis dérisqué sur Riot et on pourrait penser que ça me donne envie d'être plus laid back, hein. Mais la vérité, c'est que ça me donne envie de prendre plus de risques. Là où j'avais peur de tout perdre, maintenant je suis prêt à prendre vraiment des gros paris sur Riot, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc je suis vraiment un big believer du secondaire, je pense que c'est vraiment important. Mais mon quotidien, il est le même, hein. Enfin, j'ai toujours pas, tu vois, je vais toujours en vélib au bureau. Mes vacances, elles sont pas mieux. De toute façon, moi, ce qui me limite aujourd'hui, c'est que je bosse beaucoup, donc j'ai pas non plus le temps, hein, de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de l'argent, quoi. Compris. Est-ce que c'est pour toi, entreprendre, c'est un bon moyen de devenir riche? Non, je pense que c'est le pire moyen de devenir riche. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai eu de la chance au bout de 10 ans. Donc, October, je bossais aussi beaucoup. Au final, si je fais la net value d'October, j'ai perdu, je pense, 60 000 euros sur une expérience où j'ai levé pré-seed, seed, enfin, où on a levé pré-seed, seed, série A, série B. Où, quand même, on a fait du bon boulot. Je pense vraiment que c'est probablement le chemin le plus long pour faire de l'argent, hein. Parce que toi, en partant d'October, en fait, tu étais co-founder d'October. En partant, tu as conservé tes actions. Ouais. Et sur ces actions, qu'est-ce que tu as tiré? Ben, je les ai toujours, les actions, mais globalement, October est une histoire un peu particulière. On s'est fait racheter par Sopra Steria. Je pense que c'était un bon rachat. C'était quand même, à mon avis, plusieurs dizaines de millions d'euros de rachat. Mais bon, t'as levé 50, il faut rembourser les invests d'abord, hein, et ensuite les employés. Et en l'occurrence, on n'en est pas arrivé jusque-là, quoi. Compris. Toi, à titre perso, tu as aussi également investi en tant que business angel dans des startups. Est-ce que ça rapporte de l'argent? Ouais, c'est une. Ouais. Autant que quand tu fais un don Quand tu fais un don, attention, Ouais. tu as un C'est reçu défiscalisé, CERFA. voilà, Donc exactement. tu C'est défiscal. défiscalises. Non, dans les startups, ouais, tu peux déclarer la perte, quoi. Donc c'est peut-être ça. Non, globalement, l'investissement dans les startups. Mais toi aussi, tu es investisseur dans les startups. Ce serait intéressant que tu me racontes ce que toi, tu en tires. Moi, je trouve ça intéressant d'être confronté aux problèmes d'autres boîtes et j'ai l'impression que ça m'enrichit de ce point de vue-là. Ah bah eux, ils fonctionnent comme ça. Tu vois quand même les autres, j'ai une dizaine de boîtes au portfolio. Je vois les boîtes de l'intérieur. Je vois comment ils fonctionnent et je m'imprègne de ça. Tu vois, récemment, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Prélude. Je crois beaucoup à la boîte, évidemment, hein. Mais globalement, investir dans les startups, c'est peut-être le truc le plus risqué avec les shitcoins, tu vois. Donc, mais dans Prélude, le founder, il m'explique comment ça marche de l'intérieur, par exemple la prospe, nous on fait différemment, et ça je m'en imprègne, et ça c'est intéressant, tu vois, d'arriver. Je dirais que je paye plutôt pour avoir une vue de l'intérieur de boîtes qui font des choses différemment, quoi. Toi, pourquoi est-ce que tu investis dans les startups? Non, je suis assez d'accord. Je me dis que si tu investis 10 000 euros dans 15 boîtes, ça te coûte 150 000 euros. Tu es au contact de 15 founders qui sont très forts, qui t'apprennent une tonne de trucs, et ça te coûte moins cher qu'un MBA, en fait. Donc, même si c'est de l'argent brûlé, le learning est infiniment supérieur à ce que tu peux avoir dans une business school américaine.
Et pour le coup, tu crées des relations qui sont aussi hyper intéressantes et enrichissantes. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec ça, mais de là à revoir notre argent, en tout cas, je le fais pas pour ça. Moi, je dirais que je parie pas Ouais. dessus, quoi. Je pense qu'il faut beaucoup investir et dans le temps long pour avoir une chance d'avoir un portefeuille qui gagne de l'argent. Et le problème, c'est que tu as eu des hype cycles d'investissement, des gens qui ont énormément investi en 21-22, qui se sont complètement brûlés les doigts sur ces invests, qui du coup arrêtent d'investir en 23-24. Et en fait, si tu veux être un investisseur discipliné, tu es censé en théorie continuer à déployer à travers les cycles pour que tu aies des boîtes justement que tu vas payer moins cher à un moment donné et gagner de l'argent à la fin. Et le problème, c'est que personne n'est un agent rationnel à ce titre, sauf les acteurs institutionnels. Et donc, tu n'as pas la discipline pour continuer à déployer au moment où, tu vois, toi, à titre perso, là, tu as fait une levée de fonds et puis, je sais pas, dans quelques années, tu as peut-être des gamins et en fait, tu as des moments de vie personnelle qui font que tu n'as pas la discipline nécessaire pour continuer à faire ça de manière professionnelle. Et c'est pour ça que je pense que c'est une activité très cool, très enrichissante, mais plus d'un point de vue intellectuel. Ouais. Je crois que la théorie, c'est que les founders sont des très mauvais investisseurs. Je pense que c'est une théorie qui est assez avérée. À moins de s'y mettre de façon professionnelle, pour le coup, quand tu regardes Andreessen Horowitz, c'était des vrai. excellents founders, mais bon, ils s'y sont mis de façon professionnelle en essayant de réinventer le métier, quoi. Ouais, je suis d'accord. J'aimerais parler un peu de YC, Y Combinator. Je sais que tu as beaucoup hésité initialement à apply à YC. Ouais, j'étais con. Et finalement, tu as postulé avec Riot, tu as été pris en 2020. Qu'est-ce que tu as appris là-bas ? En fait, j'ai hésité parce qu'ils prennent quand même 7% de ta boîte pour un chèque de 150 000 balles. Mais franchement, j'ai pas dû hésiter bien longtemps. Je pense que le principal avantage de YC, c'est qu'ils te mettent sur des standards qui sont complètement délirants. Des standards américains et qui, tu vois, que t'as pas du tout en France. Et à quoi doit ressembler ta boîte. Notamment, on parlait tout à l'heure de l'exercice des 10 milliards. Tu vois, c'est pas un truc que tu entends en France. En France, t'as pas cet exercice de c'est quoi ta big vision pour arriver à 10 milliards. Et surtout, dans le batch, t'es entouré, en tout cas à l'époque, tu étais entouré de 200 boîtes. Je crois que maintenant, les batchs, c'est plutôt 100. Et dans les 200 boîtes, tu as des boîtes qui cartonnent. Genre, qui, au bout de 3 semaines, elles font 500 000 de revenus. Toi, tu es là, tu fais tes 30 000 balles. Ils te mettent cher mais pourquoi moi, je suis pas comme eux? Pourquoi est-ce que moi, je fais pas le demi-million de revenus, tu vois? Et donc, je pense que ça te donne des standards qui sont complètement déraisonnables pour ta boîte. Et je pense que c'est un impact très long terme d'avoir des standards complètement déraisonnables. Je me souviens que pour Riot, en 2023, quand on a commencé l'année, on était à 2 millions de revenus. Et moi, j'avais dit, on va être à 5. Et en France, on me disait, ça m'étonnerait. Franchement, 5, c'est absolument jamais vu. Personne n'a jamais fait le 2 à 5 en un an. Et on l'a fait, tu vois. Donc, faut croire que c'est faisable. C'est juste, c'est toujours une question de là où tu mets tes standards. Et je trouve que c'est aussi, en tant que CEO, c'est ton rôle de set de tone, tu vois, à la fin de l'année, on va être à 5, la team, donc va falloir y arriver, tu vois. Et si moi, j'avais dit en tant que CEO, on va être à 4, je pense qu'on serait à 4, tu vois. Et c'est ça ton rôle, je trouve, de CEO, c'est de dire, de définir où sont tes standards et ensuite que les équipes suivent là-dessus, quoi. Je suis d'accord. Moi, j'avais fait YC en 2016 et la première discussion que tu as, mais même pour rentrer à YC, c'est... Alors nous, à l'époque, c'était 2016, donc c'est How to make a $1 billion company. C'était pas 10 billion, mais les Alors valos... maintenant, il y a des seeds à 1 billion, donc... Et en fait, déjà, l'exercice mental, il est vertigineux quand tu es un founder français. Ouais. $1 billion, tu te dis, putain, déjà, si je fais 300 000 euros à la fin de l'année, c'est la Ouais. refaite. Donc ça te force à réfléchir vraiment à qu'est-ce que ça peut être. C'est vertigineux. Tu as un esprit rationnel cartésien qui te dit mais arrête tes conneries, tu dis n'importe quoi, 14 pays, de quoi tu parles. Et en fait, tu es obligé de lutter contre toi-même. Et d'ailleurs, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est que toi, tu es solo founder. Après, tu peux donner des titres de late co-founder et tout, mais tu as monté la boîte seul. Tu as levé, tu as fait YC seul. Tu étais seul. Ça veut dire seul avec un MacBook. Comment
Comment tu gères cette solitude-là? Bah, pour le coup, moi, j'étais seul parce que entre October et Riot, j'ai eu 3 jours, quoi. Donc, il n'y avait pas le temps de, de trouver un co-founder. Les choses se sont un peu accélérées. Euh, en fait, je trouve que YC, c'est le cadre parfait pour être seul. Et ils ont une règle, c'est qu'ils ne prennent que des solo founders qui sont repeat founders. Et t'es en fait vachement entouré de tous les autres du batch et ils prennent quand même 10%. En tout cas, à mon époque, je sais pas quels sont les derniers chiffres, mais 10% du batch, c'est des solo founders. Je pense que c'est le cadre parfait pour être seul, mais tu as quand même des gens avec qui parler de tes problèmes. À l'époque, YC était à Mountain View, maintenant c'est à Dogpatch à San Francisco. Et moi, j'habitais San Francisco, donc pour aller à Mountain View, il y a 45 minutes de voiture. Et on avait fait, j'avais écrit un message au batch en disant qui habite pas trop loin de chez moi, prenons un Uber ensemble. Et j'étais avec 3 gars qui avaient, pendant 45 minutes, on parlait de nos boîtes respectives et où on en était. Et c'était hyper intéressant et hyper enrichissant. Donc je pense que c'était vraiment le cadre parfait pour lancer une boîte solo. Et ensuite, je suis rentré en France. Je me suis dit, j'ai un réseau de CTO. Je sais exactement avec qui j'ai envie de m'associer dans les CTO parce que je les connais quand même, pour la plupart, je les connais bien. Et donc j'ai appelé Louis. Et il s'avère que Louis était dispo. Et donc moi aujourd'hui, je considère que Louis, c'est un cofondateur aussi. Il est late founder, mais sur le papier. Et ensuite, il est impliqué dans la boîte au quotidien comme moi, je le suis. Qu'est-ce que le réseau YC continue de t'apporter aujourd'hui? Ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux toujours les solliciter, quoi. Les partners, ils sont toujours dispo et tu peux booker 30 minutes avec eux si tu as un problème urgent à régler. Je pense que YC, c'est quand même un stamp qui montre une certaine qualité, je dirais, de développement de boîte. Et je pense pas qu'on aurait pu lever aux États-Unis si on n'avait pas eu le stamp YC. Donc c'est un vrai diplôme de startup, quoi. Ouais, c'est clairement pas une expérience qui dure 3 mois. Ça, c'est certain. De fait, j'ai développé aussi des relations avec d'autres founders qui ont fait YC, qu'ils soient français ou pas français. Hein. On a une grosse communauté de Français. Je crois qu'on est 260 en France à avoir fait YC. Et ça, c'est hyper valuable aussi, quoi. Et c'est très très long terme, quoi. C'est pas juste les 3 mois du batch. Donc paradoxalement, tu dis que ta solitude, elle t'a permis à YC de rencontrer beaucoup de monde et de t'entourer, quoi. Ouais, ensuite, YC est très porteur de ce point de vue-là. Ils organisent vraiment les choses pour que tu rencontres des gens, je trouve, et pour que tu sois confronté aux boîtes des autres et que ça crée une émulsion globale, quoi. T'avais pas cette impression-là à ton époque? Nous, on a été 2 Ouais. avec mon co-founder. Et du coup, on avait ce truc de recréer le noyau dans la boîte et ensuite de s'immerger une fois par semaine aux office hours. Et à l'époque, ce que moi j'avais perçu, c'est que globalement, tu as quand même un truc très américain de dire tout va bien. Et toutes les boîtes te disent tout va bien. Alors que la réalité, c'est qu'il n'y a aucune boîte qui est fonctionnelle. Tout le monde fait à peu près n'importe quoi. Tu as des boîtes qui cartonnent. Mais le reste, ils struggle et ils struggle. Donc, tu as toujours cette gestion de tes vulnérabilités que les Américains font pas et que les Français, nous, on fait bien plus facilement. On adore se plaindre, on adore raconter que c'est la merde, que ça ira pas bien, qu'on a des problèmes avec un tel et un tel. Là où les Américains vont te dire it's awesome, everything's going well. Voilà. Donc ouais, moi, c'est ce truc-là que j'ai moins apprécié à YC, qui était cette espèce d'impression que tu as envie de montrer aux autres founders que tu es bon. Ouais, moi je me souviens que surtout il disait que tout allait bien et puis aussi il pivotait le lendemain, quoi. Exactement. Et du coup il changeait de projet et en fait tout va bien mais Ouais. on change de projet. Et c'est marrant parce que les boîtes tu les rencontres le premier jour du batch et un mois plus tard tu leur poses la question tu fais quoi et ils te disent un truc complètement différent qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils faisaient à l'origine. Et c'est limite, ça en devient limite frustrant dans le sens où tu te dis mais peut-être que moi je devrais pivoter alors que tu vois t'es quand même sur une bonne trajectoire. Je pense qu'aujourd'hui on a prouvé qu'on était sur la bonne trajectoire et moi j'étais vraiment en train de me dire mais
peut-être que je devrais pivoter, peut-être que je devrais faire autre chose. Parce que juste tout le monde le faisait autour de moi. Tu vois, Ça a tout le l'air monde était carrément cool en train de pivoter. Ouais. Et je crois qu'historiquement, il y a Brex qui s'est construit comme ça. Genre 3 jours avant la fin du batch, ils ont dit en fait, on galère tellement là, avec la banque SVB. Là, c'est horrible leur interface. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'on réinvente pas une banque en ligne pour moi, les 2016, entrepreneurs Scale API, ils ont pivoté 2 semaines avant Démodé. Ouais. Ils n'existaient pas en tant que Scale API. Et maintenant, ils valent 10 milliards ou je sais pas quoi. Et ouais. C'est assez ouf. T'as dit dans le passé, dans d'autres interviews, que tu fonctionnes beaucoup à l'instinct et que t'es pas trop structuré. Comment ça se traduit dans ta façon de travailler et de prendre des décisions? Ouais, je suis un peu bourrin. Non, mais c'est juste que j'ai du mal à écouter les gens m'expliquer comment est-ce que ça doit fonctionner, etc. Tu vois, en général, je préfère me mettre devant une feuille blanche et commencer à réfléchir comment est-ce que moi je résoudrais le problème. Tu vois, quand je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais quand tu prends tu lances un nouvel outil, tu vois, récemment, je cherchais à faire des RevOps, un truc que je découvre chez Riot, parce que maintenant on a quand même besoin un peu de scaler l'organisation sales. Je me suis mis dans les RevOps et je m'inscris sur les outils et genre évidemment il y a des guides etc, mais moi j'ai juste envie de cliquer sur les boutons et genre juste me foirer et, genre supprimer des données du CRM et faire des conneries et donc je pense que c'est ce côté là, le côté bourrin, le côté test and learn qui correspond à ce que tu dis, le côté instinct quoi. Est-ce que concrètement, dans la manière que tu as de bosser avec les gens, tu sens que c'est efficace? Le test and learn? Ouais. Bah, c'est un truc de solitaire quand même, hein. Donc c'est sûr que ça. En tout cas, souvent je leur dis je vais essayer, je te tiens au courant. Tu vois, c'est pas un truc que j'ai envie de faire en équipe. Tu vois, je pense pas que je sois de ce point de vue-là un team player. J'ai besoin d'un. Tu connais le Makers versus Managers Schedule? Tu Non. connais cette théorie de Paul Graham? Dans une organisation, tu as des gens qui sont des managers et donc leur quotidien, c'est j'ai meeting à telle heure, j'ai un meeting à 10h, j'ai un meeting à 10h30, j'ai un meeting à 10h, à 11h, etc. Et de l'autre côté, tu as l'inverse qui est les makers, qui sont les développeurs, tu vois, qui eux, ils ont besoin de 3 heures de libre pour bosser genre solo sur leur sujet, quoi. Et du coup, il y a une sorte de conflit dans les boîtes qui est, t'as le manager qui il a un creux dans son agenda de meeting de 30 minutes, tu vois. Et il va voir les makers en disant ça va, tu fais quoi, c'était cool hier, etc. Et les makers, ils ont besoin de 3 heures, mais genre deeply focused, tu vois, parce que tu as des problèmes où, tu vois, quand tu codes, tu as des bouts de code à un endroit, tu dis, ah oui, il faut que je fasse ça, faut pas que tu le mets dans un coin de ta tête et tout. Et quand tu es interrompu, te remettre dans ta zone, ça peut te prendre 1 heure, tu vois. Et donc, ouais, c'est marrant ce truc de. Moi, j'ai aujourd'hui un mélange dans ma vie de makers and manager schedule. Et j'ai un conflit moi-même en tant que j'ai besoin de périodes de 3 heures dans la journée pour bosser sur mes sujets. Et en parallèle de ça, j'ai quand même besoin, tu vois, de dépiler les sujets, enfin, en tout cas de décider sur certains sujets annexes. Et l'équipe a besoin de moi, donc il compte sur moi aussi pour ça. J'essaie de jongler. Du coup, ça me fait une transition avec le fait qu'on t'a vu tweeter sur le Founder Mode, qui était une expression qui est revenue vachement à la mode récemment. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de ce que c'est que le Founder Mode? Ah ouais, c'est une bonne question. En fait, j'ai l'impression que c'est un nouveau paradigme où pendant 50 ans, on nous a répété, en fait, les managers, ils sont grave chauds pour faire, tu vois, pour organiser les structures, c'est les boss, etc. Puis toi, en tant que CEO, t'as sûrement vu ça sur LinkedIn, j'entends souvent ouais, je recrute un head head of machin, moi je le laisse faire son truc, tu le recrutes pas pour lui dire quoi faire, etc. Et le founder mode, c'est l'inverse de ça, c'est tu le recrutes mais tu lui dis quoi faire, enfin en tout cas tu lui dis comment toi tu veux qu'il le fasse, quoi. Et tu viens aussi vérifier ponctuellement qu'il fait effectivement ça, quoi. Mais c'est marrant parce qu'il y a une vraie contradiction, je trouve, hein, dans le marché entre donc ce nouveau roman qui est le founder mode, comme une sorte de figure divine du founder qui résout les problèmes avec une touche magique et qui inspire et qui drive et qui rentre dans les détails et qui, tu vois, il y avait ce screen d'un email de Steve Jobs qui écrivait le message de la notif Apple quand tu faisais un truc. C'est énorme. Et ça, c'est vraiment la définition du founder mode, quoi. Exactement. Donc, c'est en fait de dire, c'est 100 fois pire que micromanager. C'est que tu vas écrire
le texte de la notif, de la feature, de l'appli qui est géré par un PM. Ouais. Donc ça, en termes de micromanagement, on peut difficilement faire plus. Et de l'autre côté, il y a ce discours ambiant qui est de dire, écoute, Ben, tu as levé 30 bars, il faut que tu recrutes un VP whatever, parce qu'il sait mieux faire que toi. Ouais. Et c'est orthogonal, en fait, comme vision des choses. Ouais. C'est marrant, du coup, moi, j'avais lu que Seinfeld, donc, qui a créé la série Seinfeld, et un journaliste un jour lui dit, mais pourquoi tu te compliques la vie? Pourquoi c'est pas genre, tu recrutes McKinsey et tu leur dis d'écrire le script pour toi, quoi? Pourquoi tu te compliques la vie à continuer à écrire le script de la série, quoi? Et lui, il répond, si tu transpires pas, genre si c'est pas dur, genre vraiment très très dur, ça sera jamais bon. Et c'est la seule façon de faire les choses, tu vois, c'est d'aller vraiment deep dive, vraiment dans le dur. J'imagine pour Seinfeld, ça doit être cette phrase, on pourrait la dire autrement, on pourrait dire ça à la place, est-ce que ça sonne mieux? Et tu vois, c'est vraiment genre au niveau du mot, tu vois, du rythme, du détail, mot, tu vois, ouais. au niveau très profond de détail, quoi. Pour moi, c'est ça le founder mode. C'est de toute façon, il faut que ce soit dur. Et puis, il y a des choses qui sont importantes que tu es prêt à déléguer. Peut-être que pour Steve Jobs, lui, il considérait que cette notification-là, elle était vraiment très, très importante. Et qu'il avait envie d'y passer, tu vois, du temps. Et que c'était important pour lui, quoi. Chez October, tu avais monté toute l'équipe tech. Aujourd'hui, tu construis à nouveau une équipe sur Riot. Qu'est-ce que tu as appris sur le recrutement et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as démarré? En fait, ce que j'ai réalisé sur le recrutement récemment, c'est que ça prend beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Pas dans le sens où, quand tu vois, Riot, on était 20 il y a un an et aujourd'hui on est 60. De fait, ça prend du temps de recruter tout ce petit monde. C'est pas ça, c'est individuellement sur des recrutements clés. Tu dois y passer vraiment beaucoup de temps. Et ici, ils disent il faut un bon recrutement, c'est 100 heures de boulot. Mais de rien, c'est beaucoup 100 heures. C'est 3 semaines non-stop à faire du screening, sourcing, tu vois, et toutes les étapes du recrutement. Et on fait le meilleur test possible. Est-ce qu'on a testé cette qualité de la scorecard et chez October, j'étais un peu plus laid back sur le recrutement. Et ensuite, je me mettais quand même des complications parce que je refusais de passer par les chasseurs. Aujourd'hui, chez October, on passe énormément par les chasseurs et ça nous aide quand même beaucoup. Ça coûte un fric monstrueux, mais je crois que c'est quand même un peu une obligation quand tu passes de 20 à 60 personnes dans l'année, t'as pas vraiment d'autres options. Donc je pense que c'est ça, les deux learnings. C'est globalement un bon recrutement, c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup plus qu'on le croit. Et passer par les chasseurs, whatever it costs. Moi, je pense que le truc sur lequel on nous a menti en 21-22, c'est de dire, on a un plan de croissance où on va recruter 300 personnes et de penser que tu peux recruter 300 bonnes personnes en 12 mois sur un territoire donné, dans un temps limité. Je pense que c'est une vue de l'esprit et que ça n'existe pas. Et que le nombre de personnes qualifiées, fortes, que tu vas recruter, il a une profondeur donnée. Et que tout ce qu'il y a en deçà de cette profondeur, en fait, c'est des gens que tu vas virer dans les 18 mois. Ouais, et ton talent pool, il est quand même très limité. Surtout en France, tu vois, quand tu fais un recrutement clé, je pense, tu vois, on vient de recruter un VP Sales. Nous, on cherchait un VP Sales qui a fait la croissance de 10 à 50 d'ARR en France sur de l'outbound, sur une stratégie outbound mid-market principalement. En France, tu dois avoir 4 boîtes qui ont fait ça. Donc, talent pool, c'est globalement 4 VP Sales, quoi. Et donc, ça, c'est effectivement. Ce qui est un peu ma unpopular opinion, c'est que parce que justement le talent pool est limité, c'est pas possible de se dire que les gens peuvent être laid back au bureau, quoi. Ils peuvent pas être à la cool parce que globalement, tu vas pas réussir je préfère avoir 10 personnes excellentes, genre exceptionnelles dans leur métier. Que d'avoir 20 personnes bonnes dans leur métier et qui bossent à 80%, quoi. Je préfère que les gens soient à 120% plutôt que les gens soient à 80%, et je pense que ça crée une émulsion générale qui est plutôt saine. Donc ouais, c'est un peu un parti pris, je pense, chez Riot. On est toujours un peu understaff plutôt que overstaff.
C'est peut-être aussi pour ça on est profitable, quoi. Pour revenir sur le founder mode, alors c'est sexy, c'est une idée qui est cool. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu une idée qui est là pour satisfaire l'ego des patrons tarés qui crament leurs équipes? Non, moi je crois vraiment que l'erreur en tant que CEO, c'est de se dire je sais pas faire ce truc, je vais laisser la personne faire et je vais même pas regarder. Je pense que c'est vraiment l'erreur numéro un. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast là, de Mathieu Stéphanie avec Nicolas Dessaigne, je sais pas si tu l'as écouté. Non, pas encore. Et Nicolas Dessaigne, il dit une de mes grosses erreurs, c'était de recruter des managers qui étaient pas hands-on, genre qui étaient professional managers, tu vois. Et tu recrutes un professional manager qui est un meneur d'hommes, tu vois, qui a jamais fait le métier. Et en fait, le problème, c'est que quand t'as pas fait toi-même le métier, tu buy the bullshit, tu vois. Donc, imagine t'es VP Sales, je te prends cet exemple-là. Ou alors, disons plutôt que t'es country manager. Je te donne un exemple très simple. T'es country manager de Riot. Tu dis, je vais ouvrir un marché, je sais pas, les UK. Et donc le country manager il arrive au UK, il essaye de vendre aux boîtes UK Riot et enfin, il recrute des sales dans son équipe qui eux vont essayer de vendre et si eux ils n'y arrivent pas, le country manager il va revenir me voir en me disant bon voilà, en fait on n'arrive pas à vendre au UK, ça ne marche pas. Nous ce qu'on cherche c'est le country manager, il va faire le call, il va faire le cycle, il va tester lui-même, lui s'il y arrive il recrute. Donc c'est un peu une stratégie différente, tu vois. Et donc, une fois que lui, il l'a fait, il sait que ça marche, il sait que c'est faisable, tu vois. Et donc là, il peut pas buy le bullshit de non, ça marche pas le call. C'est pas possible, ça marche pas. Je pense que c'est ça aussi le founder mode. Et ça se décline en dessous du founder, tu vois. Tes VP Sales, tu vas voir, ok, tu penses que le call marche pas, vas-y, on va écouter tes appels maintenant. Tu vois, tu descends d'un niveau et tu regardes ce qui marche pas dans ton sales cycle, quoi. Toi, dans ton style de management, chez Riot, comment tu décides le moment à partir duquel tu fais confiance à un exec? Je crois que ça se gagne assez lentement, la confiance. Et je te dis ça, et en même temps, quand tu fais un recrutement, parfois, c'est incroyable, tu recrutes quelqu'un, et au bout de 3 semaines, tu sais que la personne, tu peux lui faire full confiance, quoi. Et tu peux tout lui déléguer, et t'as pas besoin de justement repasser en founder mode, quoi. C'est juste une réplique parfaite de ce que toi tu ferais. Et j'avais ça aussi chez October, tu vois. J'avais recruté un développeur back-end, on était d'accord sur tout, tu vois. Et sur la façon dont j'architecturais les choses, lui il prenait exactement les mêmes décisions, et donc je regardais son code et je voyais que c'était exactement ce que j'aurais fait, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit vas-y, en fait il fait pareil que moi, pourquoi il est pas CTO, tu vois. Et donc je lui ai donné mon rôle de CTO. Il est devenu CTO à ma place. Et moi je faisais un rôle hybride entre la tech et le produit, et je suis passé full CPO à ce moment-là. T'es plutôt un CEO avec des opinions fortes, donc t'es pas obligé de toutes les dire ici. Okay. Tu peux dire celles juste pour lesquelles tu n'iras pas en prison. Tu penses quoi de la notion de work-life balance? Ça, je risque pas d'aller en prison pour ça? Non, mais tu peux être cancel pour ça. Ah, ok. Moi, je suis pas un big believer du work-life balance. Et ensuite, bon, ça va pas plaire, c'est sûr. Mais tu vois, quand je parle aux personnes âgées qui ont eu des belles carrières, je leur dis c'était quoi le moment le plus heureux de ta vie? C'est tout le temps un moment où ils avaient une vraie mission et où ils bossaient beaucoup. Beaucoup plus que moi j'entends rarement c'est la naissance de mes enfants, c'est mon mariage, etc. En général c'était tu vois, à cette période de ma vie j'avais vraiment l'impression qu'on faisait du boulot incroyable, un travail incroyable. J'étais vraiment au top de mon art. Donc ouais, moi je suis pas un big believer du work-life balance. Je pense que c'est aussi un problème d'éducation, hein. Mes parents, ils ont toujours beaucoup bossé, ils bossaient le week-end. Et je pense que c'est aussi un petit problème d'éducation. Mais je trouve qu'il y a en tout cas, moi, je sais que on parlait de driver tout à l'heure. Je sais que moi, je suis heureux quand j'ai produit des choses dans la journée, tu vois. Beaucoup plus que, tu vois, quand j'étais un peu plus à la cool, on va au resto, on va au ciné, on regarde une série Netflix, etc. Ça, je sais bien qu'à la fin de la journée, c'est pas ça qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est j'avais cette idée ce matin, j'ai mis ça en place et genre je suis contente du résultat. Et ça, je me couche, je suis beaucoup plus heureux, quoi. Je pense que c'est assez personnel, hein.
Mais tu recrutes des gens qui te ressemblent, je pense, de ce point de vue-là. Ouais, ça c'est indéniable. C'est que il faut assumer l'opinion qui te définit. Et ensuite, les gens qui te ressemblent vont te rejoindre. Le problème, c'est quand les gens se sont sentis forcés à un moment donné dans le marché du travail de dire chez nous, il y a 3 jours de télétravail, alors qu'en fait, ça correspond pas du tout à la culture de leur boîte ni à leur propre conviction du travail. Ouais, bah on a le cas chez Ubisoft, on a le cas chez toutes les boîtes qui roll back en ce moment sur ce truc-là, sur le télétravail. Il y a autre chose sur le work-life balance, c'est que je pense pas que tu puisses faire un excellent travail si tu mets pas les heures, tu vois. Je suis pas du tout un big believer de tant qu'ils font leur travail, bah, je suis content, même s'ils partent à 17h, ça va. Et il y a quand si le même ça travail est chez fait, les tu vois. devs, non? Il y a quand même, genre, lui, c'est la Rolls-Royce du dev, il finit à 17h, mais en fait, le code qu'il a shippé, il est incroyable. Ah ouais, moi j'en ai jamais croisé. Ça n'existe pas ça. Non, je pense pas que tu puisses être excellent dans ton domaine si t'es pas passionné par ce que tu fais. Donc maintenant, pour finir, parce qu'il nous reste quelques minutes, si tu pouvais revenir 10 ans en arrière, même 15 ans, et parler à Benjamin qui vient de gagner le hackathon Foursquare, tu lui dirais quoi? C'est une bonne question. En fait, je crois que j'avais un gros syndrome de l'imposteur que je traîne encore aujourd'hui énormément. C'est vraiment très très réel chez moi le syndrome de l'imposteur. Et, euh, et notamment, bah, tu vois, quand j'avais gagné ce hackathon, je m'étais dit, j'imaginais que l'entrepreneur c'était Bernard Arnault, tu vois, c'était ça l'image que j'avais de l'entrepreneur. C'était il porte des costumes, tu vois, il va à des business meetings, etc. Et en fait, j'ai réalisé sur les 15 dernières années que ça ressemble pas du tout à ça et que, en fait, c'est finalement, tu vois, des trucs que moi je considérais comme complètement inatteignables sont en fait assez simples. Tu vois, par exemple, un truc débile, mais pendant très longtemps, je pensais que créer une boîte c'était compliqué, genre légalement. En fait, c'est pas du tout compliqué. Et en plus de ça, bah, je me suis rendu compte qu'effectivement, la plupart des entrepreneurs autour de moi, ils étaient pas, ils étaient comme moi, quoi. C'est-à-dire, c'était pas les business guys, tu vois, qu'on imagine dans les films qu'ils font. Et d'ailleurs, en cours de route, j'ai rencontré Bernard Arnault et il est lui-même pas comme ça. Donc, c'est ce que je trouve intéressant, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le côté business guy, moi, ce qui m'avait frappé à YC, c'est qu'il n'y a pas de business guy. Il n'y a que des nerds et des builders. Il n'y a pas de types qui font des slides et qui racontent une histoire, etc. Pas du tout. C'est un skill que tu développeras peut-être en tant que founder, ou peut-être pas. Et peut-être que tu recruteras un type pour le faire à ta place. Mais c'est pas du tout ce qui est valorisé à YC et plus globalement, je trouve, dans la Silicon Valley. Je pense que Paul Graham, c'est un big believer que les ingés sont les meilleurs pour créer des boîtes. Et c'est marrant parce qu'en France, j'avais l'impression pendant très longtemps qu'on avait. Que c'était un peu une carrière de créer des boîtes, tu vois. Et pendant longtemps, les startups, c'est les gars sortis d'école de commerce qui les créaient. Et on écoutait que ces gars, tu vois, qui faisaient, je sais pas, la énième box tu vois, d'abonnement tous les mois, je sais pas quoi. Et ensuite, ça, je pense, c'était vraiment une première vague, tu vois, de 2010 à 2015. C'était ce genre de founder qu'on voyait. Et quand tu regardes les boîtes d'aujourd'hui qui sont billion dollar compagnie en France, une part importante d'entre elles, c'est des ingés, tu vois. Et je pense par exemple à Algolia, hein, tous les deux, c'est des ingés. Je pense, je sais pas, je suis sûr que tu en as en tête, tu vois. Ouais, t'as Datadog. Datadog, c'est les ingés. Docker. Les plus belles boîtes ouais. françaises aujourd'hui de l'écosystème, c'est les ingés qui les ont créées, quoi. Ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta carrière d'entrepreneur? Olivier, donc mon cofondateur d'October, il m'a dit un jour il faut que tu sois exemplaire pour tes équipes. Ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup. Tu vois, si tu es laid back tu vois, si tu arrives à 10h, un peu à la cool, ouais, j'ai pris mon petit café en bas, tu vois, tu pars à 18h, etc. Tes équipes, elles feront pire. Et il m'a appris que tes équipes font toujours un peu pire que toi. Donc, tu as besoin de setter ton niveau d'exigence à un certain niveau et ils feront toujours pire que ça. Trop cool. Merci beaucoup, Ben. Merci, Mike.